Bonjour à tous, bienvenue sur ce dernier échange de l'année. Donc aujourd'hui, on va échanger avec deux agriculteurs financés par Hectarea. Avant qu'on commence, est-ce que vous pouvez me dire si ça fonctionne bien au niveau son de votre côté, en répondant juste dans le chat, en nous confirmant que ça fonctionne bien? Vous avez en fait un module pour échanger en bas à droite de l'écran et vous pourrez poser du coup toutes vos questions. On essaiera de les prendre au fur et à mesure de l'échange. Voilà, on va juste attendre quelques minutes. Il y a le deuxième agriculteur, donc Nicolas, qui va se connecter. Et après, on pourra commencer. Peut-être, en attendant, si tu veux, Antoine, te présenter, en attendant que Nicolas arrive. Ouais, bien sûr. Bonjour à tous. Antoine Marois, je suis producteur de cidre en Normandie depuis 2016. Merci, on reviendra plus en détail par la suite. Je demande juste à Nicolas si il arrive à se connecter. Alors, je vois qu'il est là. En attendant, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis cofondateur d'Hectarea, donc Paul Rodriguez, et on anime du coup régulièrement des sessions d'information avec les agriculteurs qu'on finance. Et c'est l'occasion du coup pour vous de poser toutes vos questions. On va commencer du coup, Antoine et Nicolas nous rejoindra en chemin. L'idée en fait, c'est de cette première question, c'est de comprendre un petit peu comment toi tu vis au quotidien, on va dire la crise agricole actuelle et voilà les manifestations qu'on peut voir, la mobilisation. Comment tu le vois de ton côté et un peu quelles seraient les solutions concrètes pour toi qui pourraient être appliquées pour que ça aille mieux tout simplement. Donc, c'est à moi que la question s'adresse. Ouais, exactement. Donc, c'est un sujet complexe et assez d'actualité, on va dire. De mon point de vue, je me rends compte que le métier d'agriculteur est un métier extrêmement difficile par, on va dire, la diversité des tâches qu'on doit assumer, la quantité de travail à fournir. Et encore, je pense que je suis un peu privilégié par rapport à d'autres. Je pense notamment aux éleveurs. Donc, un métier très exigeant avec des rentabilités qui sont assez faibles. Voilà. Donc à partir de là, en fait, je pense que beaucoup d'agriculteurs sont mécontents. D'abord d'être pas suffisamment reconnus pour la qualité de leur travail. Et mécontent aussi d'être mis en concurrence avec d'autres agriculteurs du monde qui n'ont pas les mêmes règles en fait qui s'appliquent à leur activité. Donc il y a quand même un biais concurrentiel qui, à mon avis, est un des problèmes majeurs de la crise agricole actuelle. Merci pour ce début de retour. On a Nicolas, du coup, c'est bon, est-ce que tu nous entends bien? Impeccable. Allez, génial. La meilleure solution, c'est le téléphone. Ça reste le plus pratique. Du coup, je te laisse te présenter. Après, on reprend l'échange, si tu veux. Juste dire voilà, que tu es éleveur, etc. Et après, on continue. Oui, voilà. Donc, Nicolas, je suis éleveur sur la commune de Château-Ponsac, en Haute-Vienne. Voilà, dans une production de brebis viande. Voilà. Ok, merci. Du coup, on avait commencé à échanger avec Antoine. L'idée, c'est des questions qu'on a très souvent, nous, côté Hectarea et la communauté d'investisseurs. C'est finalement comment tu vois la crise agricole actuelle de ton côté, et on va dire la mobilisation des agriculteurs, et comment tu le ressens et qu'est-ce que tu penses qui devrait être amélioré pour que voilà, on puisse sortir de cette crise-là agricole. Question assez large. Améliorer. Oui, et puis je pense que mon point de vue va pas être du goût de tout le monde, mais bon.
Donc, quoi dire? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, c'est certain. Après, je pense que ça vient beaucoup de nos politiques. Maintenant, comment sortir de ça? Je pense que c'est très compliqué et est-ce qu'il y aura une sortie? Je ne sais pas. Voilà, je vois pas la situation bien positive. Et du coup, euh, je pense quand même que il y a des solutions via l'investissement ou via la consommation et notamment Oui, via nous on croit beaucoup chez Hectarea à la reconnexion entre le consommateur et le producteur. Et sur ça, oui, tu as par le passé fait des activités où tu vendais en direct. Peut-être que c'est des oui, choses tout qui à t'ont fait. apporté à la fois de la satisfaction et à la fois aussi de la rentabilité pour l'exploitation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience qui a été assez fondatrice pour toi de ce que tu nous disais? Oui, oui, oui. Donc, du coup, on avait une activité de maraîchage avec un tout petit peu d'élevage en vente directe. On faisait tout ça en bio. Après, ce qui a beaucoup pénalisé, il y a la conjoncture qui était là. Le pouvoir d'achat des gens a beaucoup diminué. Donc, on a eu un petit peu la crise sur le bio. Il a fallu baisser un peu, changer de stratégie. Donc, on est sorti du bio. Mais sinon, c'est vrai que on avait beaucoup de clientèle de particuliers qui venaient à la maison. Ouais. Mm. Hum. Ça Et, fonctionnait très ouais, bien. ouais, du coup, sur ça, ce que tu me disais, c'est qu'après, tu t'es recentré du coup sur ton activité d'éleveur, qui elle est un élevage plein Oui, air, mais tu avais arrêté le maraîchage bio, qui là te prenait beaucoup de temps, et tu pouvais on a pas faire les deux arrêté. activités Oui, aussi. tout à fait. Voilà. Il a fallu faire un choix. Donc je me suis orienté sur les vaches. C'est ce qui me plaisait le plus, de toute façon. Et puis, de toute façon, je pouvais pas, on peut pas tout faire. Voilà. Et puis, Non, embaucher bien sûr. quelqu'un, c'est pas sûr que le jeu en vaut la chandelle. Et sur ça, du coup, peut-être, Antoine, effectivement, tu dressais tout à l'heure un constat où finalement on est en concurrence avec des produits qui viennent de l'étranger et qui ne sont pas produits pareils. Toi, tu as une démarche aussi très proactive sur la vente en direct. Est-ce que pour toi, c'est le seul levier de faire de la transformation, de faire de la valeur ajoutée et d'arriver à connaître tes clients pour faire face à ça? Euh, Moi, ça a été un choix dès le début, en fait, de transformer la totalité de ma production et de la commercialiser moi-même. Donc, soit en direct directement avec les consommateurs, soit par le biais de cavistes, de restaurateurs. Mais en tout cas, c'est extrêmement important pour moi de maîtriser la valeur de ma production. Et je pense que c'est un des soucis principaux de l'agriculture actuellement, c'est que il y a une grosse partie de la valeur ajoutée de nos produits agricoles qui ne va pas finalement aux producteurs, mais qui est confisquée par d'autres acteurs en fait. Et ça, c'est vraiment un problème important parce que le maillon le plus important dans la chaîne, c'est le producteur, c'est l'agriculteur. Sans agriculteur, on fait rien. Donc il est essentiel que cette valeur ajoutée, elle aille directement au producteur. Donc c'est un gros travail, hein. Moi, ça me demande énormément de temps, hein. Je m'investis beaucoup pour la commercialisation. Ce serait beaucoup plus confortable de vendre, je sais pas, aux grandes surfaces ou à d'autres acteurs. Donc ça me demande beaucoup de temps, d'énergie, mais au moins je récupère la valeur de mon travail quasiment à 100%. Ok. Ça rejoint le point que disait Nicolas sur la partie maraîchage et vente en direct. Ils avaient aussi développé une partie un peu transformation et cuisine des aliments issus de la culture biologique de la ferme. Et effectivement, c'est comme ça que tu as pu, après, Nicolas, développer la partie élevage avec ce montant que tu avais Oui, pu gagner grâce à la partie vente en direct. Donc, on voit quand même qu'il y a, complètement. selon, même avec deux professions différentes, que ce soit sur l'élevage au vin ou avec le cidre et donc les pommes dans le Calvados, on a quand même la valeur qui est vraiment côté consommateur. Donc peut-être parmi les participants aussi, si vous avez des choses comme ça que vous avez commencé à mettre en place pour vraiment aller consommer en direct, vous voyez l'importance que ça représente d'un point de vue développement d'exploitation. N'hésitez pas à nous en faire part. Euh, donc on a une première question qu'on va prendre au fur et à mesure. Euh,
Ouais, la question c'est est-ce que vous voyez en fait une clientèle unique? Est-ce que vous pensez que la vente en direct est suffisante ou vous continuez quand même avec les réseaux de distribution classiques sur ça? Peut-être Antoine, si tu veux commencer. Ouais, moi j'ai une petite production puisque je produis 30 000 bouteilles par an, cidre, jus de pomme. Donc si on compare ça aux industriels, c'est microscopique. Et donc la vente directe, finalement ça prend du temps, mais c'est tout à fait possible de vendre à 100% en direct. Je sais pas si c'était, je me souviens plus de la question, mais je Si, crois si, que c'est. si, c'est ça, c'est pour toi. Est-ce que tu peux aller vraiment que sur ce canal-là ou est-ce que voilà, c'est réservé enfin, c'est compliqué à faire. Et peut-être toi, Nicolas, je pense que sur la partie par contre au vin et élevage, c'est Oui, plus compliqué parce qu'il y a le volume, il y a le côté, c'est une denrée périssable, donc tu es quand même oui. Alors, obligé de ouais, te rouler sur des sur la partie, distributeurs. ouais, sur la partie élevage et la partie viande, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, en plus, on a des prestataires de découpe et des normes sanitaires qui sont là un petit peu plus strictes, on va dire. Et c'est vrai que tous ces prestataires aujourd'hui, ça nous coûte vraiment très très cher. Et en fait, quand ils nous mangent la marge. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, on gagne plus notre vie vu les cours de la viande à vendre aux coopératives qu'à vendre en direct. Ouais. Hum. Sur ça, j'ai un point très important qu'on voit dans toute la France, enfin dans beaucoup d'endroits. On a financé plusieurs projets bovins, ovins sur la plateforme, et en fait, on se rend compte qu'il y a un vrai Oui. sujet sur les centres d'abattage parce que vous avez en Ah fait, oui, ils disparaissent parce qu'ils n'ont pas de modèle de rentabilité dans pas mal de zones, et du coup, vous pouvez c'est plus faire ça. de la vente en direct parce que, comme le dit Tout Nicolas, à il faut fait. faire de la transformation dans les normes sanitaires, et il faut que ce soit pas loin de votre propriété. Donc en fait, par ces choix de Exactement. consommation, si on consomme pas en direct, en fait, on permet pas qu'il y ait tout cet écosystème florissant derrière qui permette de mieux valoriser. Et c'est pour ça que c'est la Mm. consommation et les clés dans toute la chaîne parce que sinon on va dire un petit labo local, bah, il fait faillite, il disparaît et du coup après un éleveur il va pas faire 100 km pour aller ramener les produits et les vendre. Comme disait Nicolas, l'activité elle est très intense et ça le permet pas. Donc les choix de consommation, ils ont vraiment un impact qui est très fort. Peut-être pour changer un peu de le sujet, on est dans une logique de financement avec Hectarea et du coup, pour les participants, j'aimerais que vous évoquiez un peu pour vous, euh, dans votre exploitation actuelle, quels sont les principaux besoins en financement pour qu'on comprenne bien en fait comment le fait qu'on finance le foncier permet de que votre exploitation globalement se développe. Peut-être Antoine, si tu veux démarrer. Ouais, bah, il faut bien comprendre que l'agriculture, c'est un métier, une activité qui nécessite des très gros investissements. Dans mon cas, en fait, il y a effectivement le foncier, parce qu'on peut évidemment pas faire notre activité sans terre agricole. Mais moi, j'ai aussi besoin d'investir dans l'outil de production. Donc, ça va être des bâtiments d'exploitation, ça va être des cuves, pressoirs, étiqueteuses, tout le matériel en fait qui nous aide à transformer nos produits agricoles. Et dans mon cas, j'ai aussi un besoin de financement de stock parce que une bouteille de cidre, quand on l'a fait de façon traditionnelle, entre le moment où on récolte les pommes et le moment où la bouteille est prête à vendre, il va se passer quasiment un an. Donc moi, j'ai besoin de financer ce stock. Et quand on fait du Calvados, c'est encore plus long puisque moi j'ai démarré en 2016 la production de Calvados et j'ai pas encore vendu une seule bouteille. Donc on comprend bien que le besoin de financement il est énorme. Et par rapport à ça, ma priorité c'est le stock, l'outil de production et je dirais en dernier le foncier puisque voilà ça va pas forcément m'apporter de rentabilité directement. Et sur ça, du coup, pour ajouter, enfin, dans la continuité, en fait, dans l'agriculture, c'est des investissements qui sont assez larges et sur des cycles longs. Et c'est là où il y a besoin d'accompagnement. Peut-être pour Antoine, si tu peux rappeler comment, enfin, pourquoi Hectare intervient sur la propriété pour que les participants comprennent bien l'utilité du financement. Ouais, donc moi j'ai eu la chance en 2016 de pouvoir reprendre la ferme familiale.
une petite quarantaine d'hectares, une ferme à l'époque d'élevage orienté sur l'élevage allaitant et la production de fruits. Donc, j'ai déjà racheté une partie des terres. On continue à racheter les terres qui appartiennent encore aujourd'hui à ma grand-mère et ses enfants. Et donc là, l'idée, c'est qu'on arrive au stade après 8 ans après mon installation, où ma famille souhaite se désengager du foncier agricole et donc on doit trouver des solutions pour qu'eux puissent vendre et que moi je puisse continuer à exploiter les terres. Donc j'étais en recherche déjà depuis un moment d'investisseurs sous des formes un peu plus classiques, on va dire les GFA, voilà, qui sont des formes d'investissement qu'on retrouve dans le milieu agricole, mais ça n'avait pas été au bout parce que c'était un peu compliqué. Et voilà, on n'était pas allé au bout du projet. Et quand Paul m'a contacté, j'ai trouvé la solution idéale parce que c'est relativement simple, ça s'adresse au plus grand nombre. Et donc voilà ce qui m'a amené aujourd'hui à être devant vous. Ok, merci beaucoup Antoine pour l'explication. Peut-être Nicolas, toi, du coup, sur à la même question, quels sont les besoins en financement de ton exploitation d'élevage et pourquoi du coup tu as fait appel à Hectarea? Si tu peux nous expliquer ton cheminement. Et écoute, je vais dire à peu près la même chose que Antoine, sauf qu'on n'est pas tout à fait sur la même production, mais c'est un peu le même souci. Le foncier, de toute façon, on en a besoin parce que sinon, on peut pas produire. Ça, c'est clair. Seulement, il n'y a pas que le foncier à financer. Il y a beaucoup. Bon, moi, pour ma partie, ça va être plutôt du matériel qui va être plutôt lié sur l'élevage et puis bien sûr financer l'avance de stock soit d'aliments pour le bétail, soit de trésorerie parce que bon, les ventes sont pas encore là, elles seront là en milieu d'année voire en fin d'année. Donc voilà, c'est un peu la même réponse. Et tu avais aussi un sujet de regroupement de parcelles. Voilà, si tu peux nous expliquer ça. Et aussi, parfois, je pense que les consommateurs, ils peuvent avoir l'impression ils se demandent pourquoi il y a autant d'hectares dans des propriétés. Mais si tu peux nous expliquer combien tu as de brebis par hectare et pourquoi ce modèle-là avec l'herbe, et donc ça implique d'avoir pas mal d'hectares, je pense que c'est intéressant de l'évoquer. Oui, c'est qu'il nous faut un certain nombre de bêtes pour pouvoir, on va dire, essayer d'en vivre et se rémunérer. Sauf que sur une parcelle d'un hectare, grosso modo, pour donner un exemple, on va compter, si on part sur des brebis, on va compter dans notre région entre 7 et 8 brebis à l'hectare, grosso modo. Donc c'est pour ça que le foncier est très important parce que quand on sait que pour pouvoir faire vivre une personne sur une exploitation, il faut compter 450 brebis. Voilà. Donc c'est vrai que le terrain il faut faire la multiplication, donc du coup le terrain est très très important. Voilà. Et ça, c'est pour des méthodes de production. On est sur de l'extensif avec de l'herbe à pâturer et donc ce qui implique sur le projet de Nicolas où on a eu besoin il y avait besoin de 23,5 hectares en plus pour faire un regroupement de 40 hectares pour les brebis. Voilà. Peut-être, je vais présenter les projets après, mais peut-être si vous pouvez juste dire comment vous avez connu Hectarea, du coup, s'il vous plaît. Bon, Antoine, tu l'as dit plus ou moins tout à l'heure, mais. J'ai reçu un jour un email d'un certain Paul Rodriguez qui m'a proposé ses services et il se trouve que juste à ce moment-là, j'étais en recherche, donc voilà, ça s'est fait assez vite. Merci. Et Nicolas, je crois que c'est toi qui nous avais contacté, hein, il me semble. Alors, c'est moi qui t'ai contacté, oui, parce que là, c'est moi qui ai fait les recherches, justement, parce que j'étais un petit peu coincé aussi au niveau financement foncier. Et c'est vrai que en faisant mes recherches, je suis tombé directement sur Hectarea. Et puis, du coup, j'ai fait appel à vous, puis ça a fonctionné, quoi. Voilà. Oui, exactement, je me souviens bien. Si vous voulez, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat.
je vais présenter un peu les projets sur la plateforme. Euh, bon, peut-être sur on prend une question là avant de passer aux présentations, mais c'est ce qu'on disait au début. Euh, Quelle est votre position en fait sur sur la crise actuelle, mais ce qui est assez complexe en soi. Et comment vous aimeriez qu'il y ait peut-être des mesures en place pour mieux faire votre transition et mieux valoriser la production. Je pense que c'est des choses qui sont importantes parce qu'on entend beaucoup de parler de recul des normes de production. Et je pense qu'on ne réalise pas suffisamment qu'en France, on a quand même une grande partie des agriculteurs qui travaillent très bien par rapport aux autres pays déjà et il y a encore du chemin. Mais voilà, peut-être si vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça, qui sont des choses qu'on entend beaucoup dans l'actualité. C'est vrai que la partie, toute la partie administrative en fait est très très lourde. Ça demande beaucoup de temps. Hein. J'ai pas fait le calcul, mais c'est vrai que c'est quand même une bonne partie du temps qui est consacrée au bureau, alors qu'on devrait être en priorité sur le terrain. Et ça, c'est lié entre autres à toutes les normes que nous impose la politique agricole commune, donc qui émane de l'Europe, mais qui est traduite ensuite par la France, donc pas forcément pour simplifier. Donc effectivement, oui, alléger, on va dire un peu ces tâches administratives. Je pense que ça ne peut qu'aider les agriculteurs à faire mieux leur travail. Et peut-être que sur ça aussi, il y a vraiment un deux poids, deux mesures. On va avoir des exploitations qui vont profiter de cette occasion-là pour baisser des normes de production, alors qu'en fait, en tout cas tel que je le perçois moi, avec plus de 200 agriculteurs rencontrés sur le terrain là sur les derniers mois, c'est que il y a vraiment un monde à deux vitesses aussi, et c'est pas l'abaissement des normes qui sera une solution de production, parce que nous, les producteurs pour finance, travaillent déjà avec des normes qui sont top d'un point de vue durabilité. Le sujet, c'est vraiment de mieux consommer et de mieux valoriser les produits. L'abaissement des normes, ça profitera à des très grosses filières comme la filière céréalière en France, mais pour toutes les autres filières, il n'y a pas d'impact. Je pense que Nicolas, pour l'élevage ovin, les brebis, elles sont en plein air. Je pense pas qu'ils soient affectés spécialement par la revue des normes qui est en train d'être faite actuellement. On a les mêmes soucis avec les normes. C'est vrai ce que disait Antoine. De toute façon, on passe bientôt plus notre temps à faire de l'administratif qu'à être sur les élevages, parce que bon, moi je prends mon exemple. Mais bon, ça vient de notre politique de l'Europe. Mais bon, c'est vrai que la France rajoute bien des normes. Et oui, c'est vrai que c'est très compliqué, et c'est très compliqué en contrôle, parce que en élevage, on a énormément de contrôle de l'ASP sur tout ce qui va être identification des animaux, et j'en passe d'autres. Et c'est vrai que ça devient une charge de travail très importante. Ouais. Et c'est très compliqué, ouais. J'ai une anecdote sur ça. C'est un éleveur bovin qu'on a financé qui fait de l'élevage de limousines. Et en fait, pour répondre à la question de Nicolas dans le chat, en fait, les bêtes, dès qu'elles naissent, elles ont une bague à chaque oreille qui est mise. Et vous pouvez avoir un contrôle de l'organisme de contrôle du coup qui passe et qui vous dit il manque une bague à une oreille. Sauf qu'en fait, l'animal, il peut, il bouge, il est dehors, il est en nature, il se frotte contre un arbre, vous avez une bague qui tombe et vous prenez une amende. Et en fait, c'est vrai que quand vous avez déjà un modèle un peu sous tension et que vous prenez une amende pour ça, il y a parfois un ras-le-bol qui est vraiment entendable aussi sur le terrain. Donc, effectivement, c'est un sujet qui a tendance à énerver tout simplement les producteurs qui font ce qu'ils peuvent. Ouais. Chaque production, chaque secteur, en fin de compte, on est touché par ça. On a tous des spécificités, mais on est tous très impactés par cette chose-là. Bien, merci pour les réponses. Je vais vous montrer du coup la plateforme et les projets. Donc, hop. Tac, directement. Alors, je vous partage juste mon écran, ce sera plus simple. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ouais.
Parfait. Alors, pour présenter en fait les projets, nous, ce qu'on fait, on met toujours donc au maximum en avant le porteur de projet et l'agriculteur. Donc, on peut commencer par toi, Nicolas. C'est Oui, un projet donc pour le rachat de 23,5 hectares de terre pour les mettre à disposition oui, de Nicolas dans son exploitation. Et donc là, tout simplement, on voit qu'il y a 70 particuliers qui ont investi et qui ont financé les 75 000 euros pour l'achat des parcelles. Sur le fonctionnement, donc les particuliers ils vont avoir un rendement versé tous les mois qui correspond au loyer payé par l'agriculteur, qui est le fermage. Euh, et voilà, il y a toute la documentation qui permet de lire. Bon, si vous avez des questions pour Nicolas, c'est le moment aussi. C'est plus simple que de les lire et c'est pour ça qu'on fait cet échange. Mais voilà, on essaie toujours de mettre au maximum en avant la production, comment sont élevés, le bien-être animal, pour vraiment montrer la réalité de ce qui est fait, au-delà peut-être d'une norme ou d'un label, mais comment ça se passe concrètement sur le terrain. C'est important, je trouve, de mettre ça en avant. Et donc après ensuite on a toute la description du projet avec l'équipe Hectarea qui se rend sur place à chaque fois. Donc ce projet-là il a été clôturé hier ou avant-hier en financement. Et donc là le dernier projet qui reste avant la fin de l'année sur la plateforme, c'est donc le projet d'Antoine. Voilà, où il y a déjà 120 investisseurs dessus et un peu plus de 80% financés. Et donc à chaque fois, vous avez la vidéo de présentation de l'agriculteur et quand on s'est rendu donc sur le terrain. Peut-être pour aller plus loin et vous présenter vraiment notre mission derrière, c'est de reconnecter donc particuliers et consommateurs. On disait une chose au début, c'est que l'acte de consommation il est très important parce que ça permet de soutenir des filières qui produisent bien en France. Et donc sur ça, nous on est convaincus chez Hectarea que l'investissement est également une voie pour soutenir les bons agriculteurs et comme on l'a dit pour Antoine et Nicolas avant, permettre à des moments clés de leur exploitation qu'ils puissent s'installer ou tout simplement pérenniser leur exploitation. Et donc sur ça, pour aller plus loin sur la plateforme, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un espace investisseur où lorsque vous avez investi, en fait, vous pouvez échanger directement avec l'agriculteur. Et donc, voilà, il met des photos de ce qui est fait au quotidien sur les parcelles, comment sont développés les champs. Vous avez accès, en fait, à toute cette information-là. Et vous pouvez, voilà, vous voyez qu'il y a des commentaires. Vous pouvez poser vos questions sur comment ça se passe au niveau de l'exploitation. Et on a développé récemment une dernière partie. Et après, j'aurais fini avec la présentation. L'idéal, c'est effectivement d'aller vers cette consommation en direct au maximum. Et donc, on a développé une partie avantage où, en fait, quand vous investissez sur un terrain, vous pouvez, donc si on prend l'exemple d'Antoine, vous avez 20% de réduction sur ces cidres. Et donc, voilà, on essaie de créer un lien après en plus où en tant qu'investisseur, vous allez être privilégié, vous pouvez avoir voilà, une visite gratuite à la propriété ou des prix sur les produits pour aller plus loin que juste l'aspect investissement. Voilà sur la plateforme. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le fonctionnement même de la plateforme. Mais en tout cas, c'est les deux projets donc, qui sont portés par Antoine et Nicolas. Donc, pareil, si vous avez des questions pour eux, ils seront ravis d'y répondre. Peut-être une dernière question pour vous. C'est toujours à... Attendez, ouais, je vais prendre les questions au fur et à mesure. Alors, question, c'est comment côté Hectarea, on sélectionne les projets. En fait, si vous voulez, en France, il y a une quinzaine de grandes filières agricoles. Et donc, par filière agricole, il y a, il y a des méthodologies de production qu'on considère comme durables. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que le premier filtre, en fait, on reçoit 3 à 4 dossiers par jour, en plus des contacts qu'on peut faire comme avec Antoine, ou c'est moi qui suis allé le contacter. Mais on reçoit 3 à 4 dossiers par jour. Et donc, sur ça, on va vraiment sélectionner sur le premier critère, c'est l'impact. Donc, ça va être est-ce qu'on est aligné avec les méthodes de production? Est-ce qu'elles vont vers une agriculture plus durable? Tout en étant, on va dire, tangible. C'est-à-dire qu'on veut vraiment financer des vrais agriculteurs qui voilà, ont des sociétés qui fonctionnent. Et ça, c'est important parce que il faut toujours rester ancré dans ce qui se fait, dans ce qui est consommé.
Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, ça va être les loyers qui vont être versés, voir si ça correspond au retour financier attendu par les investisseurs. Et le troisième critère, ça va être est-ce que c'est un montant qu'on peut financer, nous, avec la communauté de 8000 investisseurs qu'on a maintenant sur Hectarea. Et donc la question, c'est comment j'ai connu Antoine. En fait, on aime beaucoup j'ai vu ses produits et j'ai vu qu'il faisait du cidre bio. Et en fait, je suis moi-même fils d'agriculteur et de vigneron dans le sud-ouest. Et donc j'aimais beaucoup son approche vigneronne du cidre. Donc c'est-à-dire qu'on a un produit qui est 100% naturel. On a que ce soit du verger, et peut-être Antoine t'en parlera mieux que moi, mais sur le verger, on a des vergers de tiges qui permettent le pâturage des vaches dessous pour régénérer les sols. On a plusieurs espèces qui sont plantées sur une même parcelle pour favoriser la pollinisation et la résilience selon les années s'il y a une maladie sur une espèce en particulier. Vous avez une prise de mousse qui est naturelle au niveau de la production. Ça veut dire qu'il n'y a pas de levures qui sont ajoutées, mais que c'est des bactéries déjà présentes sur les pommes. Voilà, on a vraiment un produit qui est d'exception. Et donc, quand on voit en fait des agriculteurs qui correspondent à nos modèles, on va aussi en contacter en direct parce que voilà, on aime bien leur produit final et s'il y a un sujet, on peut les accompagner sur le financement via les investisseurs. C'est ce qu'on souhaite faire. Voilà pour la réponse. Je ne sais pas si tu voulais ajouter des choses sur la production, Antoine, ou si j'ai bien repris les grandes lignes de ce qui est différenciant par rapport à la production de cidre conventionnelle. Non, c'est bien résumé. Moi, c'est plus j'avance dans ce métier parce qu'en fait, j'apprends le métier d'agriculteur. Hein. Je suis de formation ingénieur agro, mais en fait, je suis en train de désapprendre tout ce que j'ai appris à l'école parce que le métier d'agriculteur, ça s'apprend vraiment sur le terrain. Et plus j'avance, plus j'ai envie de défendre en fait un modèle de production agricole durable et vertueux. Et c'est ce que j'essaye de faire. Enfin, je me bats pour parce que voilà, on est certifié bio, mais on va encore plus loin. Nous, on utilise 0 pesticides. On a des vaches dans les vergers, comme tu le disais. Moi, je suis convaincu que c'est l'avenir de l'arboriculture fruitière. Donc voilà, on défend ce modèle-là et j'espère que les gens qui vont investir dans mon projet seront sensibles à ça. Ouais. Merci pour d'avoir complété. Une question plus financière côté Hectarea. Donc, l'explication des rentabilités, en fait, il y a deux choses. Il y a la partie, c'est comme dans un investissement immobilier, avec un achat d'appartement. Là, c'est l'achat d'un terrain. L'agriculteur est locataire et donc il paie un loyer. Ce loyer, on l'appelle fermage et bon, il y a aussi le mot métayage qui est un mot pour dire à l'époque quand c'était payé en nature, entre guillemets, donc en produit. Mais donc, c'est le fermage qui est son rendement reversé. Ça, dans le milieu agricole, en fait, et c'est ce qu'on a fait Nicolas et Antoine, il y a des baux ruraux qui définissent en fait des montants de fermage et donc vous mettez ce loyer qui permet nous derrière de calculer la rentabilité pour l'investisseur qui est versé chaque mois sur la plateforme. Donc ça, selon les terrains en France, c'est 2 à 4% par an, mais qui sont versés tous les mois sur la plateforme. Et ensuite, la rentabilité cible, c'est la rentabilité qui tient compte d'une potentielle plus-value à la revente du terrain. Et ça, on voit qu'en France, la terre agricole, elle a pris à peu près 4% par an en moyenne sur les 15 dernières années. Donc voilà, ce sont des performances passées qui ne présagent pas des performances futures. Mais donc nous, on vous met une estimation de la rentabilité globale à long terme sur les projets. Alors, quels avantages voient les agriculteurs pour ce type de financement par rapport au financement plus classique? Voilà, vous pouvez répondre directement du coup. Peut-être Nicolas, si tu veux, sur le financement, je crois que tu avais. Oui, enfin, je ne vois pas que tu avais déjà un financement sur le bâtiment. Oui. L'avantage, c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet de se concentrer sur d'autres investissements et d'avoir une charge d'investissement un petit peu moins importante, on va dire. Voilà. On peut se concentrer plutôt sur une partie plus matérielle ou autre chose. Toi, tu avais déjà acheté des terres et en plus de ça, tu as refait un bâtiment il y a 2 ans pour peut-être expliquer un peu plus avec la lumière qui rentre pour rentrer les bêtes quand il fait froid dehors. Oui, voilà, c'est ça. Donc, comme j'avais pas mal investi, oui, ça va faire 2 ans maintenant. Donc, ça m'a permis un petit peu de soulager l'investissement, quoi, total, parce que c'est vrai que c'est une très grosse charge. Ça va me permettre d'amortir un petit peu le reste.
Et en plus de ça, tu vas compléter ton cheptel, hein, c'est ce que tu disais, Oui, pour pouvoir vivre oui, ton voilà. activité, tu devais compléter. Voilà, voilà. Puis ça m'a permis aussi du coup, de l'argent que j'ai pas mis dans le foncier, je l'ai mis dans le cheptel pour augmenter le plus rapidement possible et que la production soit là, quoi. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour la réponse. Et peut-être pour finir sur cette question, en fait, la plupart des agriculteurs que je vois sur le terrain, on a toujours en fait dans les exploitations une partie des terres qui vont être en propre, une partie qui va être en location. Et en fait, c'est vraiment, il faut avoir la vision, cette reprise d'être exploitant agricole. Et tout, enfin, tous les agriculteurs que je rencontre ont des prêts, ont des terres en location, ont des terres en propre. Et en fait, c'est ce mix qui est compliqué parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez trop de prêts, bah, vous avez une activité qui vous permet tout juste de rembourser vos prêts. Et côté agriculteur, vous ne pouvez pas vous dire que le seul moment où vous allez gagner de l'argent, ça va être à la revente de la propriété à la fin de votre activité. Et donc, c'est ça qu'il faut vraiment C'est ça. comprendre dans le modèle, c'est que si l'agriculteur doit tout financer, bah, la dette, elle prend quasiment tout le salaire. Et donc, il faut absolument qu'il y ait des financements extérieurs pour déjà alléger ça, parce que se lever tous les matins en ayant un niveau de dette très élevé, c'est agréable pour aucun chef d'entreprise, mais c'est vrai du coup pour tout agriculteur. Et donc, c'est vraiment bien d'avoir des compléments comme ça. Et nous, en tout cas, c'est pour ça qu'on fait Hectarea, c'est pour justement rendre les exploitations plus viables et reconnecter les consommateurs investisseurs avec les producteurs. Voilà sur les questions. Bon, dans les personnes qui participent, il y a des personnes qui ont investi du coup sur ton projet, Nicolas, qui sont très Oui. contents du coup. Non, qui ont investi sur Antoine, mais qui malheureusement, pardon, ont raté ton projet parce qu'il est déjà financé, mais qui aurait voulu se positionner. Donc voilà, c'est des mots sympas qui font plaisir. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être parmi les participants. Je pense qu'on commence à avoir fait un tour un peu des sujets. Voilà, je ne sais pas si vous aviez des mots que vous voulez ajouter, peut-être Antoine ou Nicolas, sur votre exploitation ou le financement qui est fait avec nous. Pas forcément. Ouais, moi, je veux bien ajouter un petit mot. C'est vrai que le fait de vendre en direct, comme tu le disais, ça nous permet de nous connecter au client final. Et en ce qui me concerne, c'est quelque chose qu'on va essayer de développer encore plus, notamment en développant l'accueil au domaine. Donc voilà, pour créer toujours plus de liens avec nos clients. Et puis en ce qui concerne le cidre, on a besoin aussi de faire beaucoup de pédagogie parce que c'est un produit qui est méconnu des Français. Donc voilà, le contact direct est essentiel pour ça. Ouais, enfin, c'est quelque chose qu'on veut vraiment mettre en avant aussi, le contact en direct à chaque fois. Il y a une question sur d'autres acteurs aussi, comme Terre de Liens. Alors, Terre de Liens, c'est un acteur qui est associatif. Et si vous voulez, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de besoins côté financement, côté agriculteur. Et donc, il faut qu'il y ait le plus possible d'acteurs. Terre de Liens, c'est un très bel acteur qui est là, qui est historique depuis plus d'une dizaine d'années, je pense, et qui défend une certaine vision agricole. Et leur vision, c'est de dire que la terre appartient aux citoyens et donc ils ne revendent pas la terre à la fin à l'agriculteur. Nous, chez Hectarea, voilà, on a une vision un peu différente qui est de dire que c'est l'agriculteur qui valorise la terre et donc on met une option d'achat pour que quand financièrement il puisse le faire, il puisse acquérir les terres qu'il cultive. Donc ce qui compte en fait, c'est pas forcément de comparer les acteurs, c'est plutôt de dire que ça va correspondre à un projet agricole et une vision de l'agriculteur et dans tous les cas, il y a besoin d'un maximum de financement actuellement dans le secteur. Voilà un peu sur les questions. Nicolas, je ne sais pas si tu avais un mot à ajouter de ton côté, mais sinon, on va C'est conclure. bon, tout est complet. Écoutez, merci à tous. Merci beaucoup, Antoine et Nicolas, d'avoir pris le temps dans votre journée et à tous les participants pour vos questions et votre intérêt pour leur beau projet agricole. Merci à tous. Parfait. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.